Excellences, Madame la ministre Noura Al-Kaabi, Monsieur Mohamed Al-Moubarak, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président directeur du Musée du Louvre, Monsieur le directeur du Louvre à Abu Dhabi, chers gens nouvelles, avant d'être une fierté, avant d'être un musée universel, avant d'être une architecture unique, avant d'être un chantier imposant, avant d'être un ensemble de dessins, de plans, de contrats et de traités internationaux, avant même d'être quelque chose, cet endroit a été une vision. Une vision incroyablement audacieuse. Une vision incroyablement innovante. Une vision partagée, portée par Son Altesse, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et le président de la République française, Jacques Chirac, auquel je veux rendre hommage ici. Cette vision, cette forme de miracle, on les doit aussi à des hommes et à des femmes déterminés. Déterminés à mettre en œuvre un projet unique. On les doit à vous, cher Jean-Luc Martinez, à votre prédécesseur aussi, Henri Loiret, aux dirigeants de l'agence France Muséum, au président et directeur des 13 musées traiteurs français. Cette vision, vous lui avez donné, cher Jean Nouvel, une forme, une incarnation magnifique. Mesdames et messieurs, cette vision n'avait rien d'évident. Comme toutes les choses immenses, elle a été critiquée. Elle s'est imposée, finalement, parce qu'elle était forte, parce qu'elle était juste, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était audacieuse, au fond parce qu'elle était grande, et que les Émirats Arabes Unis et la France avaient décidé d'incarner cette grandeur et d'être, pour le dire en un mot, ou en plusieurs, à la hauteur. Alors cette vision, elle n'est pas que politique, diplomatique ou architecturale. Elle est aussi culturelle et humaine. Je voudrais que nous nous arrêtions pendant quelques minutes pour songer à ce que signifie la construction d'un musée universel au XXIe siècle. Le premier du millénaire. Le premier aussi dans cette forme du monde arabe. Ça signifie d'abord que l'universalité demeure une des valeurs cardinales de l'humanité. Or, très sincèrement, mesdames et messieurs, lorsqu'on regarde l'actualité, et peut-être même lorsque l'on regarde le monde tel qu'il va, ça ne saute pas forcément aux yeux. Ça signifie ensuite qu'à l'heure où des œuvres, à Bamiyan, à Nimrod, à Tombouctou ou à Palmyre, ont subi des destructions irréparables, de nouveaux sanctuaires s'ouvrent. Des sanctuaires qui montrent quoi? Pas uniquement des œuvres, mais aussi une fécondation réciproque, une histoire culturelle de la mondialisation, l'histoire de la diffusion des œuvres et des influences, la fabuleuse histoire des conquérants, des caravanes, des navigateurs, des marchands, des apprentis, des élèves, des compagnons, la fabuleuse histoire des frontières de l'esprit dont nous savons qu'elle est toujours plus riche et qu'elles sont toujours plus larges que celles de la géographie. Ça signifie enfin qu'à l'heure du numérique, de cette immédiateté universelle, rien ne remplace
Monsieur le Président, directeur du Musée du Louvre, et rien ne remplacera jamais le contact direct entre un individu et une œuvre. Ce face-à-face, ce dialogue silencieux qui s'engage entre un visiteur et une œuvre, ce rendez-vous, parfois intentionnel, mais parfois surprenant, nous l'avons tous vécu en nous perdant dans cette déambulation peut-être un peu trop brève, à mes yeux, de ce formidable musée. On y vient pour ça, et on y découvre autre chose. Un choc, un coup de foudre, sur une statue, sur une peinture, sur une forme, sur une couleur. Parfois, on le ressent vis-à-vis d'œuvres qui ne sont pas les plus connues, des œuvres qui s'impriment dans nos yeux avant de se graver dans nos mémoires, et pour certaines d'entre elles dans notre cœur. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'apparaît l'évidence. L'évidence de la France et des Émirats arabes unis. L'évidence de deux pays qui sont au fond deux carrefours, l'un en Europe, l'autre en Asie, deux pays qui dans l'histoire ont toujours été des ponts entre l'Orient et l'Occident, deux pays qui aujourd'hui, avec ce musée, continuent d'être des passeurs de culture, d'échanges, de rencontres, de richesses. C'est là qu'apparaît également l'évidence du Louvre, l'exposition inaugurale que j'ai parcourue vraiment beaucoup trop vite, l'explique très bien. Elle montre au fond en quoi ces deux musées, que l'espace et le temps séparent, partagent un ADN commun. Cet ADN, c'est une volonté politique, c'est l'universalité, c'est l'ouverture au public, c'est l'ouverture à tous les publics. C'est enfin le souci de l'architecture. Après tout, le Louvre est probablement le seul musée au monde dont la porte d'entrée, la célèbre pyramide, est une œuvre d'art en soi. Ici, c'est le toit et à la vérité l'ensemble de l'architecture qui est une œuvre en soi. Alors je me réjouis très sincèrement de voir aujourd'hui incarner cette vision que j'évoquais tout à l'heure. Et de la voir se conjuguer avec ce qui se passe ici, dans les écoles publiques émiriennes, où vous avez réintroduit, après 30 ans d'absence, l'apprentissage du français. Je crois que c'est déjà le cas dans 10 écoles pilotes, dont je salue et je remercie les représentants. Dans les programmes scolaires, où la littérature française a fait son grand retour, ou comme on le dit parfois dans un français approximatif, son comeback. Cette évidence, elle revit aussi ici, dans les cinémas émiriens, où des œuvres françaises commencent à trouver leur place à côté d'autres productions. Et d'une manière générale dans la vie culturelle de votre pays. Le programme culturel franco-émirien, qui a accompagné l'ouverture du musée, a permis de mettre en œuvre ce projet et de mettre en valeur tous les arts. La musique, la danse équestre, le spectacle pyrotechnique, le théâtre aussi grâce à la création d'une troupe nationale en partenariat avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, toutes les formes d'art. Nos deux pays veulent désormais que ce dialogue s'enrichisse. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui, avec Madame la ministre Noura El-Kaabi, le lancement du dialogue culturel franco-émirien que le président de la République avait annoncé lors de sa visite. Ce dialogue va se traduire par l'organisation d'une série d'événements en France et aux Émirats arabes unis, autour de l'art bien sûr, mais aussi de l'intelligence artificielle, de la protection du patrimoine en danger, de la promotion des langues françaises et arabes. Et puis ce dialogue sera aussi l'occasion de nous associer aux célébrations du centenaire de la naissance du père fondateur de la nation émirienne et du grand ami de la France, sans lequel, au fond, nous ne serions sans doute pas réunis ici, aujourd'hui, dans un tel lieu. Et tout à l'heure, à l'occasion de la visite, j'ai pu admirer un buste exceptionnel d'un grand empereur romain, l'empereur Hadrien. Et il se trouve que dans la littérature française, une des plus grandes écrivains
sais pas s'il faut dire écrivain ou écrivaine, alors je dirais une des plus grandes auteurs, Marguerite Yourcenar, prête, dans les mémoires d'Adrien, à l'empereur vieillissant ces mots que je cite: « Je me sentais responsable de la beauté du monde. » Eh bien, mesdames et messieurs, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans, les visionnaires se sont sentis responsables de la beauté de notre monde, celui d'aujourd'hui. Et il nous appartient à nous tous de nous inscrire dans leur sillage, de nous montrer dignes de leur héritage, de nous sentir responsables de cette beauté du monde qui a un nom, l'universalité. Je vous remercie.